président de la République qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci de nous retrouver comme tous les mardis désormais dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous revenez aujourd'hui sur la double invitation faite la semaine dernière au rappeur Médine par Europe Écologie Les Verts d'une part, puis par la France Insoumise dans le cadre de leurs universités d'été respectives. La ligne, selon vous Alexis, d'une dérive que les s'est employée à justifier avec aplomb. Avec aplomb. Et on va commencer par là, parce qu'effectivement, quand on est, entre guillemets, pris la main dans le sac de complicité qu'on peut qualifier de liaison dangereuse, on va y revenir dans un instant, on se justifie d'abord. Et donc, par la voix, j'allais dire, de tous les généraux de la France Insoumise, nous avons eu des justifications, toutes, il faut bien le dire, plus abracadabrantesques les unes que les autres. Médine n'est pas antisémite, assurait donc sur une radio la députée du Val-de-Marne, Mathilde Panot. Elle ajoutait, c'est un rappeur engagé qui a fait des textes, qui a chanté que l'antisémitisme était un cancer, etc., etc., dénonçant par ailleurs une cabale ignoble menée par l'extrême droite, main dans la main, avec les macronistes. Et elle ajoute, il n'y a pas de sujet Médine sur France Inter. Elle ajoute aussi, au moment de l'université d'été de Valence, de sa formation politique, il n'y a pas de sujet Médine, et mieux que ça, je suis même honoré qu'il accepte de venir dans notre université d'été. Et Manuel Bompard, donc qui est aujourd'hui un très proche de Jean-Luc Mélenchon, et qui intervient beaucoup dans les médias pour porter la bonne parole de LFI, si j'ose dire, ajoutait... C'est le numéro 2 du parti. Voilà. Au fond, aujourd'hui, c'est le numéro 2 du parti. C'est un homme influent. Il a d'ailleurs des équipes très capées. Je n'avais pas besoin de l'interview de Médine, nous dit Manuel Bompard, pour savoir qu'il n'était pas antisémite. C'est des Médine qui a fait la une de l'Humanité, rappelons-le. Exactement. L'Humanité a tendu le micro à Médine afin qu'il se lave du reproche suprême. C'est des précisions d'une clarté totale, ajoute Manuel Bompard. Il combat l'antisémitisme depuis des années, qualifiant le procédé utilisé par tous ceux qui s'insurgeaient de sa présence dans ces deux universités d'été comme étant, je cite, odieux, mensonger et infamant. Et comme il était dans son élan, il a ajouté « ça va durer combien de temps » Il a fait des erreurs, il les a reconnues, qui dénoncent une cabale contre le rappeur. Et il n'y a pas eu de voix dissonante au sein de LFI sur ce sujet? Alors, à ma connaissance, il n'y en a pas eu. Je veux pas vous répondre de façon trop affirmative, si vous voulez, sur les prises d'opposition publiques, car nous sommes évidemment dans des affaires qui, par définition, sont des affaires sensibles, même pour une formation politique comme LFI, dont les bases historiques étaient celles du républicanisme laïque et progressiste. Et donc, évidemment, à titre personnel, il ne faut pas faire de procès d'intention. Il y a peut-être des militants de LFI, peut-être même des élus de LFI, qui à titre personnel sont mortifiés par l'incroyable transgression de leur formation politique, qui invite quand même quelqu'un qui est l'auteur du calembour Jean-Marie Le Peniste, Rescanpé. Fermons cette parenthèse. Mais par ailleurs, évidemment, là où ça nous intéresse, vous êtes d'accord, c'est que c'est un révélateur de quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, je reprendrai à mon propre compte la formule de notre consoeur Caroline Fourest, qui dirige aujourd'hui Franc-Tireur, le journal Franc-Tireur, lorsqu'elle a dit, au fond, c'est dans son texte, qui a un peu lancé l'alerte avec d'autres, avec Frédéric Aziza, lorsqu'elle a dit, finalement, c'est pas tant Médine qui est un problème. Il y aura toujours des gens comme ça dans les mouvances trotskistes. C'est l'invitation qui pose problème en tant que telle. Mais naturellement. Est-ce qu'elle révèle de la stratégie? Banalisation de sa présence et de sa parole. Et toutes ces tentatives, notamment à ELV, où ils sont un peu plus gênés aux entourdures, d'édulcoration de sa trajectoire pour le moins problématique. Et ça s'inscrit dans une stratégie plus large de LFI, selon vous? Ça s'inscrit dans la reprise, on va dire, immédiate par la France Insoumise, sous la houlette, évidemment, de Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas de ceux qui pensent que Jean-Luc Mélenchon perd en influence. C'est absurde d'imaginer ça. Il reste le référent de son parti, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ambitions à ses côtés, qu'il n'y a pas des gens qui parfois expriment des avis divergents, mais comme on peut le faire dans un parti politique. Manuel Bompard existe, François Ruffin existe, mais enfin, ils sont tous quand même autour de lui. Dès le début des années 90, vous avez en Angleterre un théoricien trotskiste qui s'appelle Chris Harman, qui est à la tête d'un mouvement trotskiste britannique très réputé à l'époque, le Socialist Workers' Party, qui justement commence à comprendre que l'Union soviétique, le communisme stalinien ou post-stalinien, c'est terminé. Au fond, on va entrer dans une autre ère. Ils le comprennent, les trotskistes. D'ailleurs, ils ont toujours combattu le communisme stalinien. Et sur quelle nouvelle, classe opprimée vont-ils miser
pour sceller des alliances essentielles sur les banlieues de l'islam. Voyez ? Donc là, le switch s'opère à ce moment-là. Je ne parle pas des musulmans dans leur globalité. Ce serait absurde de jeter un anathème global sur les populations musulmanes qui habitent nos différents pays d'Europe, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne, la France ou l'Italie. Évidemment, ça serait absurde. En revanche, il y a dans ces fractions de la population immigrée d'origine maghrébine, il y a des personnes qui sont sensibles aux rhétoriques de l'islamisme. Et donc, c'est sur eux que vont miser les trotskistes anglais à partir des années 80. Dites-vous bien que ce sont des processus idéologiques longs. La France insoumise... Qui circule aussi à travers les territoires. Évidemment, la France insoumise, il y a 10 ans, elle s'associait, pour aller très très vite, elle s'associait encore au Grand Orient de France ou aux loges maçonniques françaises pour défendre une conception exigeante de la laïcité. Alors comment s'est fait le switch ? Je vous rappelle, on rappelle, Jean-Luc Mélenchon considérait le voile islamique comme un outil d'oppression des femmes, de frein à leur émancipation. Alors, le switch, il s'est sans doute fait, là pour le coup, on revient à de la politique politicienne, par une sorte de calcul d'opportunité, c'est-à-dire l'idée qu'a eu Jean-Luc Mélenchon à partir d'un certain moment que la société française allait vers une forme de créolisation, c'est-à-dire qu'il y avait une minorité importante d'origine nord-africaine en France et que au sein de cette minorité, il y avait des gens qui étaient décidés à combattre le système avec les mots mêmes de l'islamisme. Et c'est là que naît cette espèce de fusion islamo-gauchiste. On peut le dater d'il y a une petite dizaine d'années. Et après, ça va aller crescendo. Il y a eu plein d'événements. On peut pas refaire toute cette histoire. La chronique est trop courte. Mais justement, pour ne pas lasser nos auditeurs, il y a eu plein d'événements qui en ont témoigné. Souvenez-vous, au moment des législatives en 2017, vous avez le Premier ministre sortant, Manuel Valls, il est candidat dans la première circonscription de l'Essonne, Évry-Courcouronnes-Bondoufle. Il se retrouve face à une candidate qui clairement a joué, LFI, qui clairement a joué cette carte-là, la carte de la rhétorique islamo-gauchiste. Et d'ailleurs, Manuel Valls l'a appris à ses dépens, car ça a été une élection très difficile. Extrêmement serré. Très difficile. Il a subi les assauts aussi d'un candidat qui n'était autre que Dieudonné dans sa circonscription. Enfin, des trucs de dingue. Et qui donc annonce la situation d'aujourd'hui, où vous avez une tentative de cette gauche égarée de banaliser définitivement l'anti-républicanisme issu d'une tradition qui est en fait celle du populisme de gauche. On va y venir dans un instant, si vous voulez. Alors, pour terminer, Alexis, il nous reste à peine 30 secondes. Alors, je suis pas le seul spécialiste français, d'autres personnes ont écrit sur le sujet. Mais j'ai quand même écrit des livres sur le sujet. Et donc, dites-vous bien qu'au 19e siècle, vous aviez une gauche dans les décennies qui vont précéder l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire, en gros, je vais très vite, 1865, 1895. Vous avez une partie de la gauche, je ne dis pas toute la gauche, je suis pas du tout anti-gauche, mais une partie de la gauche, on va dire ouvriériste, populistes, pour employer des mots qu'on n'employait pas à l'époque, qui vont jouer la carte de l'antisémitisme. Clairement. Du rejet de ce qu'ils appelaient l'agiotage juif. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on passe de pro-islamiste à potentiellement antisémite pour certaines franges de l'extrême gauche. Vous avez absolument raison. La frontière est ténue, mais il serait là aussi... Et elle n'est pas systématique par ailleurs. Je vais finir par mes deux citations que j'ai amenées parce qu'elles sont intéressantes. Bien sûr, là aussi, faisons de l'histoire des idées précises. Il y a des islamistes qui ne sont pas antisémites. En Tunisie, par exemple, le patron de Ennahda, Rached Ghannouchi, à l'époque, dans les années 2010, était clairement quelqu'un qui n'était pas antisémite et qui même cherchait des relations d'affinité avec Israël. Aujourd'hui, juste un exemple de plus. En Libye, vous avez des islamistes modérés. Ils veulent vraisemblablement, on le sait depuis hier, entrer dans la plateforme des accords d'Abraham. En revanche, il y a toute une frange de l'islamisme européen qui est clairement antisémite. Et donc, pour éclairer cela historiquement, Proudhon, le juif est l'ennemi du genre humain, il faut renvoyer cette race en Asie ou l'exterminer. Et un autre, pour finir, pour la route, Blanqui, révéré encore aujourd'hui dans toute une internationale communiste et progressiste. Qu'est-ce qu'il dit ? Le suffrage universel, c'est l'intronisation définitive des Rothschild, l'avènement des Juifs, la bourse est en rut, l'agiotage, l'industrialisme, la juiverie sont en liesse. Sans commentaire, ça veut dire que l'histoire, parfois, bégaye et recommence. C'est très frappant. Merci beaucoup Alexis d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive, dont on retrouvera le numéro de rentrée dès demain. Votre chronique est à réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. On vous retrouvera vendredi, Alexis. Vendredi, mais oui. Bon après-midi à vous. À vous aussi.